Monsieur Lévy, Monsieur le Président, puis-je vous appeler Maurice? Bien sûr. Alors Maurice, si ça vous va, on va procéder à une interview un peu punchy, un peu cac-fi, peut-être un peu provoque parfois, toujours respectueuse évidemment. Et à la fin, on finira sur une série de questions-réponses tac au tac. Ça vous va? On va essayer. Je te cherchais, je ne t'ai pas vu passer. Non, Non. je vais vous donner le mien. Et là, il marche? Oui, il marche. Il suffisait de le mettre en route. Hein, à l'ère numérique, il fallait le faire. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'intergénérationnel, de transmission, de passage de savoir. On a fait un double constat, celui qu'effectivement on était à l'aune du nouvel ère, qu'il incombait à la nouvelle génération de prendre ce tournant, cette nouvelle génération qui surfe notamment sur le numérique et qui est en train de développer un certain nombre de modèles alternatifs. On a parlé du crowdfunding, de l'économie collaborative, etc. Puis le deuxième constat, c'est que en France, en tout cas, avant 30 ans, on n'est pas comestible et après 45 ans, on est périmé. Du coup, on vous a fait confiance très jeune, vous avez pris des risques très tôt et vous avez réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, un parcours comme le vôtre est encore possible pour nous? Est-ce que moi, je peux me transformer d'une petite poussette à une grande Morissette? Je pense que oui. J'espère que oui. C'est vrai que dans mon parcours, j'ai eu énormément de chance puisque il m'avait été proposé à l'âge de 29 ans de diriger une entreprise de 300 personnes. Donc c'était quand même pas mal. Vous savez, les parcours, c'est une rencontre entre un individu, une chance, une opportunité et un moment. Ce moment, on sait le saisir ou on ne le saisit pas. Ça dépend. Il y en a qui passent à côté et puis il y en a d'autres qui savent saisir leur chance. Il est vrai qu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus difficile, qu'elle offre moins d'opportunités que par le passé et en même temps beaucoup plus. Parce que quand on regarde toutes les chances qui sont offertes dans l'univers du numérique, dans l'univers des start-up, même quand on ne connaît rien au numérique, demandez à Pierre-Antoine Granjon s'il sait ce que c'est que le numérique. Il l'avoue lui-même dans une récente interview qu'il ne sait pas du tout ce que c'est, mais qu'il a joué la carte d'Internet et il a fabriqué un truc inouï. Donc il y a énormément de possibilités et je pense qu'il faut savoir les saisir, tout simplement. Donc oui, Morissette. Mais Pierre-Antoine Granjon, il s'est construit lui-même. lui-même. C'est Jacques-Antoine. Jacques-Antoine, il s'est construit lui-même. Il s'est fait confiance à lui-même. Et vous, on vous a fait confiance. Est-ce qu'on fait encore confiance aux jeunes aujourd'hui en France? Mais pourquoi on fasse confiance aux jeunes? Je pense que oui. Et quand on regarde l'âge moyen des gens à Publicis, ils ont 35 ans à l'échelle mondiale. Donc, 35 ans, quand vous avez 57 000 personnes et quelqu'un qui, comme moi, fait peser pour faire vieillir lourdement la moyenne, ça compte. Non, je crois que c'est aussi un échange. Hein. On parle de transmission. Pour transmettre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de transmettre. Et je crois que je connais énormément de patrons, je connais énormément de gens qui ont des responsabilités et ils ont cette envie. Ils ont envie de transmettre le savoir, ils ont envie de transmettre le pouvoir, ils ont envie de transmettre des valeurs. Et il faut aussi qu'il y ait des gens qui les reçoivent. Et ça, c'est moins évident aussi. C'est un jeu de donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de modèle transactionnel qui fonctionne là-dessus qu'à la condition que les deux pôles aient envie de se rejoindre. S'ils restent chacun sur leur position, il y a peu de chances que l'opération se réalise. Alors, moi, j'arrive à l'instant des États-Unis. Enfin, à l'instant, ce matin, je suis arrivé vers midi. Il se trouve que j'étais lundi soir en réunion avec un certain nombre de collaborateurs de Publicis. Il y a des gens qui ont 32 ans, qui ont 29 ans et qui dirigent des entités extrêmement importantes et extrêmement brillantes. Donc, je ne vois pas pourquoi ce qui est possible aux États-Unis ne serait pas possible en France, en Espagne, en Angleterre. En Angleterre, c'est encore plus beau.
le patron de l'ensemble Digitas LBI, qui est une entreprise de maintenant 5700 personnes, à 42 ans. Donc, on voit bien qu'il est possible. Et il faut qu'il y ait cet échange. Peut-être qu'il y a chez Publicis une culture propice au développement des jeunes talents. Alors ça a toujours existé. Et ça, c'est merci Marcel Bleustein-Blanchet. Il a toujours cru à l'idée qu'on avait un devoir de formation vis-à-vis des jeunes et qu'on devait les accueillir. Il a été d'ailleurs l'auteur d'un article qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui était 100 000 emplois pour 100 000 jeunes. Et il avait trouvé de très belles idées. Donc il était un provocateur intéressant sur ce plan. De mon côté, il y a un certain nombre de choses que j'ai faites. La première, ça a été la création d'une pépinière où de jeunes pousses, des poussettes, nous rejoignent après l'université, après l'école, à Paris, mais aussi à Lyon, mais aussi à Shanghai ou à San Francisco. Ils passent un certain temps et puis ils sont formés, ils apprennent et au bout d'un moment, ils sont intégrés dans le système. Certains nous quittent, d'autres restent. Et puis ce que vous voyez quand vous regardez la plupart des gens qui ont des responsabilités chez nous, vous constatez que beaucoup viennent de ce germe qui a été lancé il y a des années de cela avec la création de la pépinière. Un autre élément aussi très important, c'est que il y a deux de ces EDP qui sont Executive Development Program qui ont été réalisés juste il y a une dizaine de jours, l'un aux États-Unis, l'autre à Singapour. Ce sont des programmes de formation où nous réunissons un certain nombre de gens, généralement entre 30 et 35 ans, une quarantaine, et nous les faisons travailler pendant, grosso modo, 1 jour et demi, et pendant 3 jours et demi, ils reçoivent des cours et ils reçoivent des lectures, comme on dit, des conférences de chefs d'entreprise, de professeurs. Et quand ils sortent de là, c'est assez extraordinaire de voir à quel point ils ont été transformés. Donc, nous faisons beaucoup de choses dans ce sens parce que, sans vouloir reprendre et sans vouloir être pédant en citant Jules Romain, il avait dit une chose que j'aime beaucoup, la jeunesse est une poignée d'avenir lancée devant nous. Il a dit jeter devant nous, mais moi je préfère lancer devant nous. Justement, parfaite transition, il y avait un portrait de Libé qui était intitulé Le Roi Lion. Alors je ne suis pas certaine que c'était hyper positif dans les yeux du journaliste, mais en l'occurrence, auprès de nous, la génération Y, Le Roi Lion est une star. Et dans la salle, il y a potentiellement plein de Simba, il y en a aussi plein sur Twitter. Du coup, je voudrais poser une question pour eux. Ça serait quoi pour vous les quelques règles d'or d'un vieux lion qui a roulé sa bosse dans la savane et qui va transmettre le substrat, la substantifique moelle à la jeune génération? Je crois que la chose la plus importante, et c'est franchement, on se connaît avec Joël depuis un certain nombre d'années, et je crois qu'il pourra en témoigner, la chose dont je ne me suis jamais séparé, c'est de rester authentique. Pas la peine de jouer, de faire semblant, de se composer un personnage. Il faut rester authentique. Et c'est probablement le meilleur conseil que je puisse donner. Le deuxième, c'est d'être une espèce de buvard et d'apprendre sans arrêt. On apprend de tout et de tous. On apprend de ses supérieurs comme des gens qui travaillent avec vous. On apprend de ses clients comme on apprend de ses fournisseurs. Et avec des règles de respect, je crois qu'on réussit à faire des choses assez exceptionnelles. Donc, restez vous-même. Apprenez. J'apprends encore aujourd'hui. J'espère apprendre avec vous. Je fais chaque année une espèce de cours à Harvard. Et je le fais parce que j'apprends davantage des questions qui me sont posées par les étudiants que de ce que je leur rapporte. Et c'est dans cet échange, on est toujours dans l'aspect transactionnel, c'est dans cet échange-là que je crois l'un et l'autre s'enrichissent. La troisième chose, n'ayez pas froid aux yeux, n'ayez pas peur.
Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et d'abord, l'échec, quand ça arrive, c'est pas douloureux. Et on en apprend beaucoup. J'ai connu des échecs. J'explique toujours aux équipes, on apprend plus des échecs qu'on apprend des succès. Quand on a un succès, on ne sait jamais très bien comment c'est arrivé. Il y a un peu de chance, il y a un client qui est de bonne humeur, il y a une idée qui a plu, il s'est passé des choses qui ont fait que finalement les astres étaient alignés, et donc ça s'est bien passé. Dans l'échec, on décortique. Et d'ailleurs, quand vous posez la question à un client ou quand vous posez la question à n'importe qui pour demander mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de travailler avec nous, que vous avez décidé de nous faire confiance, c'est généralement 10, 8, 12 raisons. C'est jamais une. Ou rarement. Alors que lorsque vous posez la question de l'échec, à ce moment-là, il est obligé de se gratter un petit peu l'occiput et puis il commence à dire oui, ben, il y a ça qui n'a pas marché, et puis il y a ça. Et le plus souvent, ce qu'il vous dit, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été écouté. Et donc, on arrive à aussi une autre qualité. Donc, il ne faut pas avoir peur et il faut avoir une formidable écoute des autres. On a tous... moi, je vais vous raconter une anecdote. Je me souviens d'un brillant commercial qui était venu et qui me racontait un peu la réunion qu'il avait eue avec un client. Et je lui dis ça, et je lui dis ça, et j'ai développé tel argument, et je sentais que... Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit, lui? Et il a été incapable de me dire. Il a été incapable de me dire parce qu'il s'écoutait. Et je pense que quand on est tellement pris par ce qu'on a à dire et qu'on s'écoute, on ne se rend pas compte qu'on a rompu le lien de la communication. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais le plus important, soyez vous-même et n'ayez pas peur. Et est-ce que vous avez aussi à apprendre des Simba? Si oui, quoi? Parce qu'on a parlé beaucoup de réciprocité. Moi, j'ai énormément à apprendre. Je veux dire, je suis remis en cause. Alors, il y a quelque chose de très intéressant. Marcel Besson-Blanchet, c'était Monsieur le Président, s'approchait sur la pointe des pieds, on quittait son bureau à reculons, moi on me bouscule dans l'ascenseur, vous ne faites même pas attention à moi, dans les réunions, comme vous l'avez fait, on m'appelle par mon prénom, ça ne me dérange pas, et donc il y a de la provocation en permanence. Et les gens jouent à la provocation parce qu'ils savent aussi que c'est une règle du jeu. Il faut provoquer. Et s'il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de dialogue. Et donc, moi, ce que j'attends, c'est ça. C'est qu'on me provoque. J'attends et j'apprends beaucoup de cette provocation. J'étais venue dans votre bureau avec l'idée de vous provoquer un peu et j'avais une question que je trouvais hyper intelligente et qui était est-ce que... Comment vous la trouviez? Hyper intelligente. Ah, ça me rassure. Bon, est-ce qu'on ne juge pas la grandeur d'un patron à sa capacité à laisser, à transmettre ce qu'il a créé ou ce qu'il a contribué à développer? Et du coup, je m'étais dit, là, le Roi Lion va être cerné, ça sera parfait, j'aurai une super question. Et vous m'avez répondu, mais pas du tout, Emmanuel. En fait, moi, ça ne me dérange pas de partir. À la limite, j'ai bien envie de partir, mais on ne trouve personne pour me remplacer. Je n'ai pas dit comme ça, mais j'ai pas dit, je ne l'ai pas dit comme ça, et je n'aurais pas pu le dire comme ça. Mais je vais vous dire, la vérité, elle est très simple. Donc, premièrement, oui, j'ai envie de partir. Mais je vais recommencer par le début. Est-ce qu'on mesure la grandeur d'un patron à sa capacité à transmettre? La réponse est oui, à la condition qu'il ait fait quelque chose avant. Alors évidemment, parce que s'il n'a rien fait et qu'il est formidable à transmettre, il ne transmet pas grand-chose. Mais s'il a réussi quelque chose et qu'il le transmet, à ce moment-là, oui, c'est extrêmement intéressant et c'est là où on mesure un grand patron. Je vais prendre quelques exemples. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr Marcel Besson-Blanchet. Marcel Besson-Blanchet était obsédé par l'idée de la transmission et par l'idée du successeur et de la succession. C'était vraiment quelque chose qui... quand je dis obsédé, le mot est presque faible.
il était très anxieux de ce que pouvait devenir le groupe s'il ne prenait pas la bonne décision et s'il ne faisait pas la bonne transmission. Il y avait eu quelques exemples pour les plus anciens et ceux qui ont la capacité de se documenter au travers de Google. À l'époque, il y avait quelques exemples extrêmement préoccupants. Il y avait l'Empire Boussac, qui était un empire immense, qui s'était effondré. Il y avait l'Empire Prouveau, qui s'était également effondré, et il disait toujours, je ne veux être ni Prouveau ni Boussac, je veux absolument que Publicis me survive. Et donc il a probablement testé plusieurs personnes, et puis à un moment donné, il a jeté son dévolu sur moi, avec un jeu qui était extrêmement intéressant. Il cherchait toujours à voir jusqu'où, et c'était son expression, il pouvait appuyer sur l'accélérateur. Il y a d'autres exemples très réussis, il y a des exemples moins réussis. On ne va pas s'attarder sur les exemples moins réussis, mais je vais citer un autre exemple très réussi qui est aussi extrêmement intéressant parce que d'une certaine façon, il y a eu une transformation de la société de l'œuvre du fondateur ou du quasi-fondateur. C'est la transmission d'Antoine Riboud à Franck Riboud. Et Franck a osé toucher à l'héritage en modifiant assez sensiblement la structure de l'entreprise de son père et de faire des changements assez radicaux, et y compris de vendre Carambar, qui était, là encore, ceux qui se souviennent, ça a été le grand geste à la télévision quand il avait sorti le Carambar de sa poche dans l'heure de vérité. Donc c'était des actes de transmission très importants, très fondamentaux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le groupe Publicis s'est profondément transformé. Non seulement nous sommes devenus un groupe mondial, nous sommes devenus un groupe multi-réseau, nous avons plus de 50% de notre chiffre aujourd'hui qui est réalisé dans le monde anglo-saxon. Nous sommes numéro 2 dans les pays émergents, nous sommes numéro 1 dans le numérique, numéro 1 mondial, donc pas rien. Tout ceci est très lourd. Et tout ceci a été fait au cours d'une période assez longue, puisque ça est en 15 ans, 16 ans que la transformation de Publicis s'est effectuée. Le conseil de surveillance trouve finalement que c'est assez confortable de se trouver avec un mec, même s'il est vieux et un peu rabougri, qui a fait tout ça, qui connaît tout le monde, qui est très respecté des grands annonceurs mondiaux, qui peut appeler n'importe quel grand patron, on le prend au téléphone. Et donc ils se disent, aussi longtemps qu'on peut l'user un peu, il vaut mieux le garder. Et actuellement, c'est vrai que c'est pas moi qui suis réticent pour partir, puisqu'à plusieurs reprises j'ai souhaité le faire. C'est le conseil de surveillance qui se dit, bon, s'il reste encore un peu, c'est pas mal. Voilà, c'est ça la vraie histoire. Elle est malheureusement une contrainte pour moi, mais elle est aussi une gêne pour mes successeurs potentiels parce qu'ils se disent, mais j'allais dire quelque chose qui commençait par un P, mais quand est-ce qu'il va partir ce vieux con? Oui, il se dit ça, il bloque la place. Etc. Donc ce serait bien qu'il nous la laisse. Et moi, je suis prêt à la laisser. Donc il faut que je réussisse à convaincre mon conseil. Merci de votre franchise. Véronique, j'ai une dernière petite question et après on fait la série de questions très rapide. Rapidement, d'accord. Une petite question polémique. On a beaucoup parlé de la Gen Y aujourd'hui. Il y a une des caractéristiques qui est très forte chez nous, c'est fairness, donc l'équité. Et en l'occurrence, il y avait Patrick Vivray qui a parlé de vous, entre autres, en disant que les valeurs du groupe des 10 étaient un petit peu antinomiques avec le montant de votre compte en banque. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que la solidarité, la vision, le partage, le respect et la transdisciplinarité sont antinomiques avec le fric? C'est son opinion. Et comme moi, je suis quelqu'un d'extrêmement respectueux de l'opinion de l'autre, je lui laisse son opinion. Alors c'est vrai que je gagne beaucoup d'argent. C'est vrai. Et c'est vrai que je serais beaucoup plus sympathique si
Je frappais à la porte des ministères en disant, écoutez, Publicis a des difficultés, ces Américains sont épouvantables, ils nous causent des problèmes partout, on n'arrive pas à être très compétitifs. Et puis, il y a tous ces gens qui nous créent des problèmes. Ce serait tellement bien si vous nous subventionniez, ce serait tellement bien. Il se trouve que, et j'y peux rien, je vais essayer de faire moins bien. Il se trouve que, premièrement, ma rémunération va de 0 à 5 millions. C'est beaucoup. Ça peut être 0. C'est ma volonté. C'est moi qui ai souhaité que ce soit ainsi. Que je ne peux gagner ce que je gagne qu'à la condition de faire 20% de mieux que mes concurrents. Pas la même chose, pas aussi bien, 20% de mieux. Alors, s'il y a des gens qui sont capables de faire mieux que moi, qu'ils viennent. Maintenant, mes valeurs. Ça me chatouille quand on commence à en parler. Et ça me gratouille pas, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, oui, je gagne de l'argent, effectivement. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Je fais plein de choses. Et c'est pas ici que je veux le dire, parce que j'ai pas besoin de le dire. Mais moi, je suis né dans une famille où on m'a appris, tout jeune, qu'il fallait donner. Une culture qui n'est pas très française, une culture qui est très américaine, où on apprend à donner très tôt. Et il se trouve que moi, j'ai appris à donner à l'âge de 4 ans. Les premières pesettes, parce qu'à l'époque, il se trouve que je suis d'origine espagnole et que mon grand-père, bien que je sois né au Maroc, pour des raisons étranges et curieuses de l'histoire, puisque mes parents étaient espagnols et ils ont fui l'Espagne, puis après ils ont fui et donc ils sont allés vers le nord, et puis après ils ont fui les Allemands, et donc, vous savez, donc ils ont passé leur vie à fuir. Moi, je ne fuis pas, je suis là. Et donc, les premières 5 pesettes que j'ai reçues de mon grand-père, il m'a appris à les partager. Pas avec mes cousins, pas avec mes frères. Il m'a appris à les partager avec ceux qui en avaient besoin. Et depuis, je partage. Et ceux qui me critiquent parce que je gagne mon argent comme je le gagne, a dit, écoutez, je suis désolé, c'est honnête. Alors, c'est vrai que ce n'est pas bien vu. Ce n'est que du travail. Alors, c'est vrai que c'est moche. Ce n'est que du travail, nom de Dieu. On pourrait gagner de l'argent autrement, mais je ne sais pas faire autrement. Et la dernière chose que je dis, c'est si vous savez mieux faire, voilà, faites-le. Je paye mes impôts en France. Je vis ici, dans mon pays, même si je passe 70% de mon temps dans les voyages, et j'ai appelé à payer plus d'impôts le 13 août 2011. Je ne savais pas que je serais entendu à ce point. Aussi bien. Merci beaucoup.